Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Coup de Bigot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Hubert, qui est une des cofondatrices et co-directrices de l'agence Les Raisonnés, une agence que j'aime beaucoup. C'est une agence de communication qui vise à développer une communication la plus raisonnée possible, d'où son nom. Tout à fait. Ok, super. Et vous êtes aujourd'hui, si j'ai bien suivi, 7 personnes dans l'agence. Ouais, c'est ça. Génial. Tu veux nous dire 2 mots sur Les Raisonnés ou... Ouais, on peut dire 2 mots. Déjà, on a monté cette agence avec Amandine, qui est une amie. Donc, déjà, monter une entreprise entre amis, c'est un challenge, mais ça a beaucoup d'avantages, plus que d'inconvénients. Et du coup, on a monté cette agence avec 2 objectifs. Le premier, c'était de mettre nos compétences au service d'entreprises qui s'engagent d'un point de vue environnemental, social ou sociétal. Et le deuxième, c'était de repenser nos métiers, de rechallenger la manière dont on pratique la communication. Et donc, du coup, d'appliquer ce qu'on appelle la communication responsable. Et pour ça, on a grandi au fur et à mesure du développement de l'agence. Aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes, comme tu le dis. Peut-être bien, je pense, de préciser aussi un peu les rôles au sein de l'agence. Du coup, on a Amandine qui est en conseil, moi qui dirige la création. Et dans l'équipe de création, justement, on a 2 personnes en direction artistique, une personne en création de contenu et on a une personne en gestion de projet qui nous aide à bien organiser tout ça. Voilà. Et on a une personne aussi qui nous aide en gestion administrative et RH. Génial. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'accorder du temps pour partager effectivement vos sujets managériaux. L'objectif du Coup de Bigot, c'est on échange avec des dirigeants sur des situations managériales qu'ils rencontrent. Le pari qu'on fait, c'est que à l'écoute, tous les gens qui vont regarder ou écouter le podcast vont pouvoir réexploiter, finalement, rencontrent forcément ce type de situation peu ou prou et vont pouvoir réexploiter un peu tout ce qu'on va raconter, à la fois l'analyse et à la fois les outils qu'on va utiliser. Ok, avec plaisir. Génial, merci. J'ai compris que tu voulais bien qu'on parle des dédoublements de personnalité du dirigeant. Oui, j'ai d'ailleurs autoproclamé cet épisode Split. Magnifique. Avec ton accord, bien sûr. Magnifique. Effectivement, je voulais qu'on parle de ce que j'appelle la multiple personnalité du manager. Moi, je le rencontre au quotidien, cette problématique-là. Finalement, elle s'explique par le fait de régulièrement devoir passer de la fonction d'expert, du rôle d'expert plutôt, du rôle fonction ou même du rôle personne, donc c'est-à-dire une attitude très personnelle. Et finalement, parfois, j'ai l'impression que ça crée des incompréhensions ou qu'en tout cas, il y a un manque de fluidité parfois dans les échanges. Moi, je sais pas toujours finalement quel rôle est-ce que je dois adopter. Parfois, c'est compliqué de me dire, tiens, dans une situation, il faut que j'adopte ce rôle-là, mais en fait, dans une autre, il aurait fallu ou il faudrait que j'adopte cet autre rôle. Et de constamment passer d'un rôle à un autre, finalement, parfois, ça me crée moi-même un sentiment brouillon ou de manque d'assiduité dans mon style de management. Ok. Donc ça, c'est plutôt la problématique que moi je rencontre face à ces multiples rôles. Ok. Et puis en face, je vois aussi que l'équipe finalement peine parfois à savoir comment je vais réagir par rapport à une question. Est-ce que je vais adopter le rôle plutôt d'experte? Est-ce que je vais plutôt adopter le rôle fonction? Ou est-ce que je vais réagir d'un point de vue très personnel sur la question? Et je sens que pour elle, c'est pas toujours aussi facile de savoir comment est-ce que je vais réagir et du coup finalement comment tourner la question et de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Donc ça
crée parfois un espèce de sentiment un peu brouillon dans les échanges et dans la communication, je dirais. Ça crée cet effet-là dans ta tête à toi, ou toi, tu as ce sentiment-là, mais est-ce que les équipes te font ce feedback-là de dire finalement, c'est pas très clair, on sait pas où on en est, on est perdu, etc. Est-ce que elle ou In, les équipes te font ce retour-là ou pas du tout? Ce qui est sûr, c'est que c'est dans ma tête. Ça, c'est D'accord. sûr. Ça, ok. Moi, je le ressens, en tout cas. On va le traiter. On va le traiter maintenant. Ok. C'est le moment où je m'allonge sur le divan, c'est ça. Et après, je dirais que pour l'équipe, c'est pas toujours. Je pense que pour elle, c'est pas toujours évident de faire des retours non plus sur mon style de management. Donc, c'est pas toujours très franc, mais de temps en temps, je le pressens. Alors après, est-ce que c'est parce que moi, je le ressens que je me fais des idées? C'est possible sur certains cas. Et sur d'autres, je dirais que c'est un poil plus factuel. C'est-à-dire que sur un cas, donc quelqu'un va poser une question et je vais adopter le rôle d'expert. Donc, ça va être, je donne la réponse et du coup, il n'y a pas d'autonomisation sur ce cas précis. Et en fait, au cas d'après, ça se réitère. Au final, ça se voit même plutôt dans la posture de fonction, là où du coup, je laisse la personne chercher par elle-même et du coup, elle est censée être autonome pour la prochaine fois. Et finalement, la question peut revenir. Donc, du coup, je me dis, finalement... elle sait pas trop quand est-ce que là à nouveau je vais me mettre en fonction ou est-ce que finalement je vais me mettre en experte. On va faire juste rapidement avec un petit schéma. Donc en gros, pour avoir les idées au clair entre expert, fonction, personne, on représente ça sous forme d'un triangle. Donc toi t'es ok, mais je le fais plus pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. En gros, ça dit que le manager va finalement avoir 3 rôles. Alors, il y a plein d'autres gens qui racontent autre chose sur ce sujet-là, mais je trouve le schéma assez éclairant, qui dit finalement en base du triangle, donc qui serait pointe vers le haut, c'est d'avoir le rôle de personne. La personne, c'est en gros quand nous on réagit avec émotion face à une situation, face à un collaborateur qui nous engueule, etc. Face à un client insatisfait, souvent on a tendance dans l'émotion à réagir en personne. Il y a les 2 autres fonctions qui sont les 2 autres côtés que tu évoques depuis tout à l'heure, qui est l'expert et la fonction, qui est finalement le rôle de dirigeant, le rôle managérial. Face à une question technique que tu évoques là, le cas qu'on rencontre assez régulièrement, on a souvent tendance à raisonner, les managers, et c'est une étape que toi tu as déjà passée, le manager a souvent tendance à raisonner en expert, à apporter une réponse technique. L'avantage d'apporter une réponse technique, je vais essayer de mettre du vert, mais c'est pas gagné. L'avantage de répondre en expert, c'est qu'effectivement, on va gagner beaucoup de temps et en plus, probablement, on va sécuriser la réponse. En gros, l'expert, ça sert à ça, c'est je suis le sachant, et comme dans ton cas, comme dans beaucoup de dirigeants, vous avez construit votre entreprise sur votre expertise au départ, vous êtes souvent le plus sachant de l'organisation, et donc vous avez forcément comme réflexe face à une question technique de répondre, effectivement. Et c'est le cas de beaucoup de dirigeants. La difficulté, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le point négatif de ça, c'est qu'on crée de la dépendance. On crée de la dépendance, pourquoi ? Parce qu'en réalité, à force de répétition, on crée un schéma mental dans la tête du collaborateur qui dit, face à une question technique, Hélène me répond. Donc, comme Hélène me répond, ça veut dire que c'est ça qu'elle attend de moi, que je lui pose la question, qu'elle m'apporte la réponse technique à cette question technique. Et donc, c'est le mode de fonctionnement qu'elle veut que j'adopte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Certains disent qu'au bout de 12 fois, c'est figé. D'autres disent au bout de 21 fois, c'est figé. D'autres disent au bout de 60 fois, c'est figé. En tout cas, à force de répétition, le schéma s'installe. Le deuxième rôle que tu évoques, c'est le rôle du manager qui aide l'autre. Certains l'appelleraient, entre guillemets, une forme de manager coach, entre guillemets, qui aide l'autre à réfléchir. L'inconvénient, c'est que on va effectivement y passer beaucoup de temps, parce que plus j'aide l'autre à réfléchir, plus finalement je dois investir du temps. Donc c'est pas une dépense, mais c'est effectivement, j'investis du temps. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va effectivement développer de l'autonomie de la part de notre collaborateur sur un certain nombre de situations. Ce que tu es en train d'évoquer, toi, là, maintenant, donc toi, tu es au clair sur ces sujets-là, mais ce que tu es en train d'évoquer, et pour que ce soit plus clair pour tous ceux qui nous regardent, c'est dire, en fait, c'est l'alternance entre ces 2 rôles-là, face à une même question. Un coup, je vais répondre en expert parce que j'ai pas le temps pour une raison X ou Y, et à un autre moment, je vais répondre en fonction, aider l'autre à réfléchir, et que finalement, ça crée du flou chez les collaborateurs qui savent pas dans quelle situation ils vont faire
ils vont faire face à laquelle de mes dimensions de personnalité. Et toi, comment est-ce que tu alternes ces choix-là? C'est ça finalement ta question du jour. Ouais, c'est ça. Et j'ajouterais quand même que la troisième fonction, enfin le troisième rôle personne, il est quand même important. Justement, parce que souvent on fait le parallèle, soit c'est expert et du coup réponse rapide mais pas d'automatisation, soit c'est fonction et donc là c'est tout l'inverse. Mais il y a aussi justement l'émotion dans laquelle on se trouve à ce moment où on nous pose la question et du coup est-ce qu'on prend le temps de réfléchir, tiens, quel rôle je dois adopter, ou est-ce que justement on réagit de manière plutôt vive. Et donc, il y a forcément, je trouve, ce rôle de personne qui finalement est diffusé, que ce soit dans le rôle d'expert ou dans le rôle fonction, et qui participe un peu à cet état d'esprit multiple personnalité, parce que ça dépend aussi de l'humeur, du moment, de la charge de travail. Est-ce que en ce moment, les clients sont oppressants, les deadlines sont hyper serrés, etc. Donc je trouve que ça joue aussi. Plus tu as une charge émotionnelle forte, plus ça veut dire que tu auras tendance à répondre de manière assez mécanique en expert parce que j'ai pas le temps, parce que c'est plus facile, parce que ça me sécurise. Oui. Ok. J'imagine que je suis pas la seule, mais c'est vrai que plus les plannings sont serrés, plus la charge de travail est élevée. Après là, c'est assez évident, plus du coup on a envie de répondre en expert parce que on pense gain de temps. Mais ça joue aussi, je trouve, ce troisième rôle, entre guillemets. Ok, premier truc, c'est de se dire, c'est pas un problème de répondre en expert. Il y a plein de situations dans lesquelles c'est logique de répondre en expert et d'apporter effectivement une réponse technique à un collaborateur. C'est pas entre guillemets la tendance qu'il faut prendre parce qu'effectivement on crée de la dépendance chez lui et ça peut effectivement être un problème. Ça l'empêche entre guillemets de grandir. Mais c'est pas un sujet qu'il y ait effectivement cette alternance de rôle. Là où tu as raison de faire le point sur la logique émotionnelle, c'est que notre sujet là aujourd'hui, c'est comment est-ce que je pilote finalement ces dimensions-là. Donc forcément, donc le premier truc, c'est de se dire, je peux effectivement répondre en expert régulièrement et entre guillemets, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de logique de culpabilité de dire, ok, j'ai mal fait mon travail, c'est pas forcément très grave. Donc voilà, c'est le premier truc à se dire. Le deuxième réflexe pour juste se donner du temps de réfléchir et de se dire quelle posture je vais adopter, c'est 3. 1, 2, 3. C'est juste les 3 secondes face à une sollicitation qui permettent et qui te laissent un temps de silence, qui te permettent finalement de prendre ce recul-là sur dire, ok, comment réfléchir. Et en vrai, le truc que je donne à beaucoup de dirigeants, c'est de demander aux collaborateurs, qu'est-ce que tu viens chercher dans mon bureau? Quand on n'a pas de bureau et qu'on est dans un open space, ça marche ou... Je dis toujours que la porte de mon bureau est ouverte. La signification, c'est un peu de dire qu'est-ce que tu attends de moi? En réalité, dans beaucoup de situations, le collaborateur, il vient pas chercher une réponse technique parce que le plus souvent, il a entre guillemets la réponse ou il a déjà une première intuition à cette réponse-là. Donc pour le coup, à cette question-là. Donc souvent, ce qu'on fait en lui répondant, c'est qu'en fait, on l'empêche de renforcer sa confiance en lui. On va y revenir sur la maturité professionnelle, mais tu as intérêt effectivement à pousser les feux sur la fonction parce que répondre en expert, ça te permet juste de gagner du temps à toi finalement, mais lui, il y gagne entre guillemets pas grand-chose. Okay. La spécificité qui est la vôtre, dans pas mal, parce que vous êtes une entreprise qui est assez jeune, qui n'est pas un groupe multinational avec des centaines de milliers de personnes, et que vous êtes une équipe effectivement réduite, vous avez quand même un enjeu à faire monter très vite en compétences les gens. Donc la première reco, c'est quand même de dire... C'est pas grave si tu réponds en expert, mais tu as quand même tendance à toujours essayer de répondre en fonction. Et le bon moyen de trouver un truc, c'est aussi de dire aux collaborateurs, qu'est-ce que tu viens chercher en me sollicitant? Alors, c'est peut-être pas dans mon bureau, mais qu'est-ce que tu viens chercher en me sollicitant? T'as besoin de quoi en réalité? C'est une question qu'on pose rarement aux collaborateurs de dire, mais finalement, tu as besoin de quoi? Et le collaborateur, dans sa trajectoire, il n'a pas forcément besoin de la même chose. Je vais faire un deuxième schéma qui est un peu compliqué, qui fait référence à la maturité professionnelle. Ok. La maturité professionnelle, ça n'a rien à voir avec l'ancienneté finalement de quelqu'un. C'est un concept qui a été développé par Hersey et Blanchard. C'est pas un concept nouveau, ça date, je crois, des années 70, un truc comme ça. Et en gros, ça fait référence non pas à l'ancienneté dans un poste, mais à l'ancienneté dans une carrière, mais c'est bien l'ancienneté dans un poste. De dire, est-ce que finalement, dans le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai une grande maturité professionnelle ou pas? Et souvent, on entend parler de management participatif, de management directif. En gros, ça vient de là. Ça dit, en fonction du niveau de maturité professionnelle qu'est le mien, le manager va ajuster son style managérial. Donc, en gros, si on devait faire le schéma, ça ressemble à un carré. Ah, c'est rouge, pardon. Ça ressemble à un carré
qui serait coupé en 4. Okay. Avec du coup 4 états qui sont les 4 niveaux de maturité professionnelle. Okay. En gros, ça nous dit les S1, les S2, les S3 et les S4. Souvent, on voit le schéma avec une vague qui part S1, S2, S3, S4. Quand on voit des schémas, on voit souvent ce schéma-là. En gros, les S1, c'est un peu nos juniors. Ces gens-là n'ont pas de compétences et n'ont pas de confiance en eux. Confiance en eux, hein. D'accord ? Donc, c'est, entre guillemets, le plus junior. Avec eux, forcément, on va être extrêmement directif. Si on fait le lien avec ton sujet, plus la personne arrive récemment dans l'organisation, plus ça veut dire que je vais être directif avec elle et que je vais raisonner plus en expert. La proportion d'experts et de fonctions va être un peu différente. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'experts, peu de fonctions. S2, c'est des gens qui ont déjà confiance. Donc, la confiance, entre guillemets, ils l'ont prise. Par contre, en compétences, ils sont pas encore compétents. D'accord ? Souvent, on a tendance à dire « ils ont pris la confiance ». Ouais, voilà. C'est un état où la confiance arrive avant la compétence et que souvent, dans l'état de maturité professionnelle, on commence à prendre confiance en soi avant d'avoir toutes les compétences. Le S3, c'est un peu l'effet inverse. C'est quelqu'un qui est compétent, mais par contre, qui n'a pas ou plus confiance en lui. Et puis, le S4, il a les deux. Compétence, oui, et confiance, oui. Donc, en gros, si je suis avec un S1 qui n'a ni confiance ni compétence, je vais avoir une proportion d'experts qui est très importante. Et quand je suis sur un S4 qui, sur sa mission en tout cas, a pris confiance en lui et a toutes les compétences, forcément, je vais plutôt être dans une logique très délégative, dirait Hersey et Blanchard. Et du coup, je vais beaucoup plus essayer de raisonner en fonction que de raisonner en expert. Le S3, il a ceci de particulier, c'est que souvent, ça peut être un effet retard du S4. Typiquement, c'est quelqu'un qui avait confiance et compétences, fait face à une grande difficulté ou plante un projet ou à un gros échec, du coup il perd confiance en lui. Donc ça peut être une espèce d'effet retard. Et là, si tu continues à avoir le même style de management avec lui, tu vas pas suffisamment jouer sur la confiance, tu vas être trop délégatif et il va falloir davantage l'accompagner. Donc ça, c'est probablement une bonne grille de lecture qui te permet de dire, pour chacun de ces cas-là, tu peux essayer de positionner tes propres collaborateurs en te disant où est-ce qu'ils en sont et du coup de dire en fonction de chacun d'entre eux et du projet qu'on rencontre, quelle est la proportion finalement d'experts et la proportion de fonctions que je dois avoir dans mes prises de parole avec lui. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, c'est clair. Et ce que je trouve intéressant, c'est à la fois de se dire que, en tant que manager, moi, je peux me positionner pour déterminer, entre guillemets, dans quelle catégorie la collaboratrice est. Et en même temps, je peux aussi lui demander pour avoir son avis direct. Et puis aussi, ça permet potentiellement de comparer. C'est-à-dire que comment est-ce que la personne se sent et comment est-ce que moi, je pressentais. Et du coup, potentiellement, de mettre en vis-à-vis le rôle que moi, j'aurais naturellement adopté parce que je pressentais un manque de confiance ou un manque de compétences ou l'inverse, confiance et compétences. Et en face, voir finalement de quoi est-ce que la personne aurait eu besoin. Et de faire aussi des cas pour moi, de savoir quand est-ce que je dois adopter tel ou tel rôle, quoi. Là, tu arrives à modéliser. Donc, ton premier truc court terme, c'est de te dire, face à une situation donnée, globalement, qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que tu viens finalement chercher dans mon bureau ou à ma place ? Mais en vrai, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et souvent, le collaborateur peut avoir tendance à dire à un collaborateur, en réalité, que tu confirmes l'intuition qui est la mienne. Ok. Très bien. Donc, et au fur et à mesure du temps, tu vas finir par le confronter en disant... Ça fait 3, 4 ou 5 fois que tu viens me voir juste pour que je confirme ton intuition sur un sujet qui est de nature assez proche. Finalement, pourquoi est-ce que tu continues à venir me voir et que tu prends pas, entre guillemets, ton risque sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qui fait que tu doutes encore ? Et ça, c'est un bon sujet de discussion managériale avec un collaborateur. Ouais. Si je fais un dernier schéma, maintenant que tu as pris effectivement du recul, c'est une espèce de schéma... d'escalier que tu peux avoir avec chacun des collaborateurs en te disant voilà où est-ce que tu en es aujourd'hui, peut-être S1, etc. Et voilà le niveau de sollicitation qui est le mien, et de lui dire ok, c'est quoi les projets qu'il faudrait que tu mènes, ou c'est quoi les différentes situations qu'on va rencontrer pour se dire si on se projette à 12 mois par exemple,
à 12 mois, il faudrait que tu sois passé par quelle étape pour finalement être plus autonome et que tu viennes finalement moins me voir sur un certain nombre de sujets. Et là, tu commences à avoir une vision feuille de route que tu construis avec le collaborateur et il va te dire, étape numéro 1, peut-être que sur tel type de projet ou tel type de projet, j'ai gagné en maturité, je l'ai déjà rencontré 1, 2, 3 fois, donc je peux capitaliser sur ce que j'ai déjà vu. Là, forçons-nous tous les deux à ce que tu me répondes plus jamais en expert et uniquement en fonction. Par contre, sur telle autre nature de projet ou sur telle autre nature de client, là, par contre, c'est des clients que je découvre, des problématiques que je découvre. Là, pour le coup, je suis moins sûr de moi. Du coup, j'ai besoin que ta proportion expert-fonction soit un peu différente. Et là, du coup, tu pilotes le sujet. Plus à moyen, long terme. Oui, le fait du coup aussi d'avoir pu avoir cette discussion avec la collaboratrice en amont, ça permet d'éviter de se poser trop la question et d'avoir l'impression de jongler entre une ou une autre personnalité en fonction du rôle adopté, quoi. Et en vrai, tu le responsabilises plus que tu remets la pierre dans son jardin en disant, en fait, toi, tu as besoin, dans quelle situation tu as besoin que je sois en expert, dans quelle situation tu as besoin que je sois en fonction. Et sa réponse, sans présumer de la tienne, sa réponse est intéressante parce que peut-être que toi, tu vas te dire, c'est marrant, soit il se considère comme surmature professionnellement et je partage pas cette vision et dans ces cas-là, on a une bonne discussion, soit au contraire, il a un niveau de dépendance, ou en tout cas, il se perçoit avec un niveau de dépendance que moi, j'imagine pas. Et là, effectivement, faut que je l'aide à se développer davantage et là, tu peux avoir une bonne conversation avec lui. C'est avec exactement lui ce que j'allais te demander. J'ai une remarque et une question. Vas-y. La première remarque, c'est que je trouve que c'est intéressant justement d'inverser un peu les rôles parce que moi, dans le modèle d'agence que j'ai envie de construire, j'ai pas envie que ce soit très descendant, hiérarchiquement parlant, j'entends. Et du coup, j'ai aussi envie de me dire que mes collaboratrices, qui sont des femmes, elles sont en capacité de me dire ce qu'elles attendent de moi aussi, et que j'ai pas toujours envie que ce soit à moi d'imposer quand je juge que c'est mieux d'être experte, quand je juge que c'est mieux d'être en mode fonction. Donc, j'aimerais bien que ce soit aussi à l'inverse l'équipe qui soit en demande à un moment T de tel ou tel rôle. Donc, je trouve que là, ce qu'on aborde peut permettre justement... en partie, sûrement. Ouais, d'aborder ce sujet-là. Et il y a peut-être d'autres tips à savoir qu'on pourra aborder aussi. Deux éléments. Le premier, c'est que... il faut leur expliquer à la fois ces rôles-là, à la fois les différents niveaux de maturité professionnelle, S1, S2, S3, S4, là, faut se plonger, entre guillemets, là-dedans pour que vous parliez le même langage. Parce que si tu dis à quelqu'un, j'aimerais que tu me dises ce que tu attends de moi, tout simplement, le champ des réponses possibles est tellement vaste que vous risquez de pas vous comprendre. Donc, c'est bien d'avoir une grammaire commune et un langage commun. Donc, ça mérite effectivement qu'ils échangent. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une dimension qu'on n'a pas beaucoup regardée ensemble, c'est qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels les collaboratrices, là en l'occurrence, viennent solliciter le manager ou le dirigeant qui est en expertise, mais s'appuie pas forcément suffisamment sur les autres à l'intérieur de l'organisation. Or, pour le coup, tu peux rajouter, entre guillemets, cette couche-là, de dire il y a sûrement des situations dans lesquelles les collaborateurs ou les collaboratrices sont capables de trouver ensemble, en équipe ou en binôme, peu importe, de trouver un certain nombre de réponses avant de venir solliciter l'expert si c'est nécessaire. Et du coup, si je reviens juste sur ce qu'on se disait, et sur ma question, c'est si pendant cette discussion, donc je reprends l'escalier là que tu fais, et en gros de dire sur quel type de projet toi tu te sens en confiance et en compétence. Admettons que la réponse de la collaboratrice soit pas la même que celle que je projette. Entre guillemets, que je sois pas d'accord avec ce qui est annoncé. C'est-à-dire, je prends un exemple fictif qui n'existe pas, je voudrais pouvoir du coup travailler sur tel projet et que tu n'interviennes que en fonction. Mais moi, à l'inverse, je me dis attention, cette collaboratrice n'est pas du tout prête à être autonome entre guillemets sur ce sujet. Et comment je fais pour dire non, moi je pense que là tu as besoin plutôt d'une experte que d'un rôle fonction. Bonne question. Tu as deux manières d'aborder ce truc-là. Soit effectivement, tu lui dis, tu es dans une logique plus descendante de dire, écoute, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et normalement, si tu lui dis, c'est que tu as forcément des éléments pour pouvoir étayer ce truc-là.
qui disent que dans N situations, elle n'a pas été en capacité d'avoir de recourir à toi en mode fonction juste pour l'aider à réfléchir et pas forcément en mode entre guillemets expert. Donc mais si je fais ça, est-ce que du coup ça appuie pas encore un peu plus sur le manque de confiance, parce que ça veut dire que je mets le doigt sur des échecs. Clairement. Donc, c'est l'effet, entre guillemets, négatif. Donc, il faut vraiment que tu sois effectivement très sûr de toi. Sinon, en gros, j'aurais tendance à dire quel est ton risque à tenter effectivement de lui laisser peut-être plus la main, puisque le fait de te solliciter en fonction pour l'aider à réfléchir, ça veut pas dire que tu sors du dispositif. Ça veut dire qu'effectivement, tu es juste un mur de rebond, quelqu'un qui l'aide effectivement à réfléchir, à structurer effectivement, à analyser les risques. Donc, rien ne t'empêche, par exemple, de la laisser dérouler son raisonnement. Et on a tendance effectivement à dire comment est-ce que tu analyses la situation du client ? Toi, tu ferais quoi dans cette situation-là ? Pour le coup, t'es pas dans une logique d'expert, t'es bien dans une logique de fonction, tu l'aides à réfléchir, mais t'as pas complètement disparu. Ok. Je comprends. Ça me donne envie de tester. Super. Je pense qu'on arrive au bout de cette conversation. Est-ce que tu as eu les réponses dont tu avais besoin ? Oui, complètement. Et c'est vrai que la théorie, et c'est vrai que c'est hyper utile. Enfin, personnellement, je trouve que j'ai besoin de cette théorie de comment est-ce qu'on arrive à manager une équipe pour ensuite pouvoir avoir les clés de réflexion au moment où est-ce que je vis les choses dans mon équipe. Évidemment, là, tout à coup, je me dis, ah oui, ok, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Dès demain, plonger dans le quotidien, il va falloir que j'arrive à prendre du recul et à me souvenir de tout ça. Mais c'est en ça que je trouve vraiment utile d'avoir à la fois tes conseils là-dessus et des clés de compréhension et de mise en pratique aussi par la suite. Donc, merci beaucoup pour ces conseils et cette conversation. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.